Alors, de quoi va-t-on parler au cours de ce webinaire? Donc, nous allons d'abord aborder, nous nous questionnerons d'abord sur la rareté des maladies rares. Sont-elles si rares que ça? Ensuite, on vous proposera une réflexion autour de la complexité des parcours de maladies rares. Et enfin, on vous présentera des ressources pour agir dans l'accompagnement des personnes concernées par les maladies rares. Donc, là, on commence donc par le petit quiz, comme on l'avait annoncé. Donc, pour participer, vous pouvez soit scanner le QR code que vous voyez là à l'écran. Ça, vous pouvez le faire donc avec votre téléphone portable et une application de scan. Vous pouvez sinon aller soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur à l'adresse suivante, WooClap, w2ocalp.com, et vous rentrez en haut dans le bandeau qui vous demande le code de l'événement. Vous rentrez donc JHDZCO, qui est une information que vous pouvez trouver aussi dans le chat. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Et là, effectivement, vous avez un message qui vous dit alors, les questions qui vous sont proposées là sont les questions du recueil de satisfaction, mais bientôt vont débuter des questions du petit quiz. Excusez-moi, vous pouvez redonner le code parce que le bandeau avec nos têtes cache. D'accord. Donc, il est dans le chat, mais je vous le redonne sans problème. C'est JHDZCO. Ok, merci. Allez, je laisse encore 2-3 minutes et on va commencer. J'ai mis mon prix. Donc, la première question, je vous propose de répondre à l'interrogation: quel président souffrait d'une maladie rare? Donc, il y a 4 propositions: le président Abraham Lincoln, le président Charles de Gaulle, le président John Fitzgerald Kennedy, ou bien tous les 3. J'ai oublié de préciser, oui, il faut valider la réponse quand vous avez répondu. Alors, donc, je vois qu'il y a 19 personnes qui ont déjà répondu. Donc, principalement, donc, vous pensez que c'est le président Abraham Lincoln qui souffrait d'une maladie rare. La bonne réponse était tous les 3. Donc, je vais vous expliquer effectivement un petit peu les différentes pathologies de chacun. Donc, le président, donc vous aviez parlé, donc vous avez dit président Abraham Lincoln. Alors, le président Abraham Lincoln, effectivement, donc il présentait une maladie rare qui est le syndrome de Marfan, ou peut-être une autre pathologie. C'est-à-dire qu'initialement, on a pensé qu'effectivement, il avait un syndrome de Marfan, qui est donc une maladie qui est caractérisée par l'atteinte de plusieurs organes qui peuvent notamment toucher le squelette avec des problématiques de grande taille, de scoliose, mais également les yeux, ou bien les vaisseaux avec des complications à type de dilatation aortique qui exposent les personnes concernées par le syndrome de Marfan à un risque effectivement d'accident vasculaire très important. Le président Charles de Gaulle, lui aussi, était affecté par le syndrome de Marfan. Et l'autre président, qui était concerné par une maladie rare, lui souffrait donc de la maladie d'Addison, qui est une maladie endocrinienne qui touche la glande surrénale.
qui entraîne donc un arrêt de sécrétion de deux hormones et qui se traduit par une baisse de la tension artérielle et une fatigue qui peut être relativement invalidante dans la vie de tous les jours. Comme c'est une maladie hormonale, il y a un traitement substitutif qui peut être accessible. Et je voulais revenir sur la maladie rare présentée par le président Abraham Lincoln. Donc, initialement, on avait pensé que c'était un syndrome de Marfan du fait de sa grande taille, comme le président Charles de Gaulle. Mais sur des analyses génétiques qui ont pu être réalisées dans un second temps, cette hypothèse a été invalidée et on pense que maintenant, il a plutôt une atteinte endocrinienne multiple qui reste aussi une maladie rare. Donc, on va passer à l'autre question, qui est la dernière question. C'était vraiment un tout petit quiz. Alors, pour vous, parmi la population générale, quelle proportion de personnes est concernée par les maladies rares dans la population générale? On vous propose une personne sur 20, une personne sur 100, une personne sur 1000 ou une personne sur 2000. Pareil, je vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre. Donc, vous avez répondu majoritairement une personne sur 1000. La bonne réponse était une personne sur 20. Donc, il n'y a qu'une seule personne parmi les répondants qui a pu identifier la bonne réponse. Effectivement, c'est une des difficultés des maladies rares. On dit, voilà, ça s'appelle des maladies rares. Donc, on pense qu'effectivement, ce sont des maladies qui sont peu fréquentes, ce qui est faux, parce qu'il y a énormément en fait de maladies rares. Donc, si on prend toutes les maladies rares confondues dans la population générale, c'est une personne sur 20 qui est confrontée ou concernée à une maladie rare. Par rapport à d'autres pathologies qui sont peut-être plus connues, on voit que finalement, les maladies rares dans la population française, ça concerne autant, voire même plus de personnes que celles qui sont touchées par le cancer ou le diabète de type 2. En Occitanie, ce sont 300 000 personnes qui sont concernées par les maladies rares. Donc vraiment, le message que nous, on voudrait faire passer, un des messages qu'on voudrait faire passer aujourd'hui, c'est que effectivement, les maladies sont dites rares, mais pourtant, les personnes concernées sont nombreuses. On va vous expliquer maintenant, quand on dit d'une maladie qu'elle est rare, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on dit d'une maladie qu'elle est rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Mais comme je le redis, parce que c'est vraiment un message très important, comme il y a quand même 7000 maladies rares connues à ce jour, toutes les maladies rares confondues, ce sont donc 3 millions de personnes touchées en France et 300 000 en Occitanie. Donc, du fait du nombre finalement de personnes concernées par les maladies rares, ça représente quand même un enjeu de santé publique qui fait qu'il y a un système aussi, il y a une organisation du système de santé qui a été mise en place pour répondre aux problématiques de ces personnes-là, qui leur permet du coup d'accéder à des ressources spécifiques. Un petit peu plus d'informations sur les maladies rares. Donc, 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Le plus souvent, elles sont sévères, chroniques, avec des évolutions progressives et elles affectent considérablement la qualité de vie des personnes concernées. Dans 2 tiers des cas, elles peuvent être à l'origine de handicaps qui peuvent être liés à des déficits moteurs, sensoriels ou intellectuels. Et elles peuvent même occasionner une perte d'autonomie dans près de 10% des cas. Une autre particularité sur les maladies rares, c'est qu'elles concernent dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans. Enfin, il y a un autre terme qu'on peut utiliser quand on parle de maladies rares, c'est les maladies orphelines. Les maladies orphelines, en fait, ce sont des maladies rares qui ne bénéficient pas de traitement spécifique, ce qui est quand même la majorité des maladies rares. Alors,
Des maladies rares, sûrement que vous en connaissez. Comme on l'a dit, hein, ça touche quand même beaucoup de personnes. Il est fort probable que parmi les personnes que vous avez déjà accompagnées, il y ait des personnes concernées par les maladies rares. Il y a des maladies rares qui sont connues, comme la trisomie 21, la mucoviscidose, la drépanocytose, les myopathies, la sclérose latérale amyotrophique aussi, dont souffrait Stephen Hawking. Mais il y a beaucoup de malades quand même qui connaissent des difficultés liées à un manque d'identification et de reconnaissance de leur maladie. On abordera ces problématiques un petit peu plus dans le reste de la présentation. Et quand une personne concernée par une maladie rare n'a pas encore de diagnostic, on va parler d'une errance diagnostique. C'est vraiment important d'identifier une maladie rare car ça peut permettre à une personne concernée d'accéder à des ressources spécifiques qu'on présentera également un petit peu plus en amont dans notre déroulé. Alors, quand est-ce qu'il faut penser qu'une des personnes que vous accompagnez est concernée par une maladie rare? Donc, ça peut être du coup quand une personne a des symptômes cliniques qui sont finalement certains fréquents, d'autres parfois peu fréquents, mais qui sont associés chez une même personne et qu'on ne comprend pas trop le lien entre ces différents symptômes. Ça peut être, bien sûr, comme on a parlé du fait que ce sont des maladies génétiques, le fait que dans la famille, il y a quand même des histoires de maladies aussi pas courantes qui se répètent sur certaines générations ou même chez des cousins. Voilà. Ça peut être aussi le cas en sortie d'hospitalisation, il peut y avoir une suspicion d'une maladie rare qui a été évoquée, mais la démarche parfois ne va pas être engagée jusqu'au diagnostic qui peut se faire sur des ressources spécifiques qui sont les centres experts. Et un point aussi qui est très important, c'est le ressenti de la personne et de son entourage qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi une pression importante de l'entourage familial pour engager une démarche diagnostique et il faut quand même souvent savoir l'entendre. Et enfin, des patients rapportent le fait qu'on a souvent considéré les symptômes de leur maladie rare comme étant des signes dits fonctionnels d'origine psychosomatique. Donc, c'est vraiment, voilà, nous, un autre message qu'on souhaiterait vraiment vous transmettre, c'est que les maladies rares, donc je ne l'ai pas dit, mais je le redis, ne sont pas si rares que ça. Et il faut vraiment aider les personnes concernées sur cette démarche d'identification de leur pathologie pour les aider à faire valoir leurs droits. Alors, comment savoir si la maladie d'une personne est rare? Parce que là, c'est dans le cas où finalement, on vous accompagne une personne qui vous donne le nom de sa maladie. Et voilà, je le redis, pour permettre d'accéder aux ressources spécifiques de cette maladie, ça serait intéressant du coup de pouvoir effectivement savoir si ta maladie est rare ou pas. Donc, on vous propose là donc une démarche pour aider à savoir si la maladie de la personne est rare. Donc, vous pouvez utiliser, on vous propose de chercher sur Orphanet. Je vais vous montrer du coup. Orphanet, c'est le portail d'information des maladies rares et médicaments orphelins dont on a déjà parlé. Vous tapez, donc ça c'est la page d'accueil d'Orphanet, je vous ai marqué l'adresse, c'est www.orpha.net. Vous tapez le nom de la maladie, je vais faire un direct, et ça vous permet donc d'accéder à une page où sont référencées en tout cas énormément de ressources sur cette maladie. Donc, Orphanet, voilà, j'ai dit, c'est vraiment la Bible des maladies rares. Si la maladie est répertoriée sur Orphanet, c'est que la personne est concernée par une maladie rare. Il peut arriver que vous mettez le nom d'une maladie que la personne vous a donnée et il n'y a plus de résultats qui sortent. Ça fait, par exemple, moi j'ai inscrit potomanie, c'est une personne qui me dit qu'elle souffre de potomanie, j'écris potomanie, on fait chercher et là j'écris pas de réponse.
Donc, dans ce cas-là, ça peut être que la potomanie, ce n'est pas le nom d'une maladie, c'est le nom d'un symptôme qui peut être rencontré dans le cadre d'une maladie rare. Mais finalement, cette personne, elle est peut-être en situation, comme on l'a évoqué, d'errance diagnostique, c'est-à-dire qu'elle a des symptômes qui ne sont pas encore rassemblés sous le nom d'une maladie. Donc, dans ce cas-là, il faut engager la personne à prendre rendez-vous avec son médecin traitant pour poursuivre autour de cette question, est-ce que c'est une maladie rare et poursuivre les recherches diagnostiques. Bien sûr, on vous encourage à soutenir la personne dans ce questionnement en partageant votre questionnement avec le médecin traitant et vous pouvez aussi informer la personne concernée et, les médecins qui l'accompagnent dans cette démarche sur l'existence de notre dispositif qui peut les soutenir sur la construction d'un parcours diagnostique dans le cadre d'une recherche de maladie rare. Il y a d'autres cas de figure qui pourraient faire que la maladie ne soit pas répertoriée. Ça peut être aussi que finalement la maladie de la personne n'est pas une maladie rare, parce que Orphanet, c'est vraiment le répertoire des maladies rares. Donc, je vais maintenant passer la parole à Gaëlle Zibel pour vous présenter notre dispositif et nos outils. Bonjour à tous. Donc, Maladie rare Occitanie, c'est avant tout une équipe médico-sociale et administrative. On est basé donc sur la région Occitanie. On a une antenne à Montpellier, une antenne à Toulouse. On va passer maintenant sur nos missions. C'est un dispositif qui est régional de ressources et d'appui aux professionnels en Occitanie. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer le parcours de soins, de santé et de vie des personnes concernées par une maladie rare. On cherche aussi, donc notre deuxième objectif principal, c'est de lutter contre l'errance de diagnostic. On se situe donc, nous, au milieu de 3 expertises. Celle des patients concernés et les associations de patients, les centres experts maladies rares et tous les professionnels de santé du secteur plutôt libéraux de ville. Donc, ça peut être des professionnels de secteur sanitaire, médico-social et des travailleurs sociaux. Donc, l'objectif, c'est de mettre en lien ces expertises sur un territoire donné et de travailler le lien ville-hôpital. Donc, nous avons 2 missions, une mission centre ressources et l'appui au parcours. Donc, concernant la mission ressources, nous avons donc un site internet. Dans ce cadre de mission de ressources, nous avons créé de nombreux outils pour les professionnels qui sont accessibles sur notre site. Les cartes mentales sont les seuls outils non accessibles sur le site internet, mais les modalités d'accès vous seront précisées dans d'autres diapositives ultérieurement. Quant à la mission appui au parcours, on répond donc à des professionnels en Occitanie qui sont confrontés à une maladie rare, à une problématique de maladie rare. Et vous pouvez nous solliciter grâce à un formulaire de demande. Je vais vous préciser un petit peu dans quel cadre vous pouvez nous solliciter. Dans le cadre d'une recherche de diagnostic, dans le cadre d'une recherche de services hospitaliers spécialisés ou centre expert de la maladie rare, dans le cadre d'un appui au parcours de soins, aussi pour des recherches globales d'information, de documentation sur une maladie rare précise. Concernant plutôt la partie sociale, on peut aussi vous accompagner pour accompagner les personnes dans l'accès à leurs droits avec la maladie rare. On peut faire aussi de l'appui à la scolarité, aux personnes qui sont en insertion professionnelle. Aussi, on peut vous indiquer des structures d'accueil médico-social qui peuvent être plus adaptées que d'autres. Une partie intéressante aussi, c'est tout ce qui est dispositif relatif aux proches aidants, avec le répit, les droits et les associations de patients sur les maladies rares. Voilà pour le côté appui au parcours.
On voulait aussi faire un petit focus sur les centres experts. Il y en a donc sur les centres hospitaliers, sur Montpellier, Nîmes et Toulouse. Il y en a plus de 160 sur l'Occitanie. Certains sont centres de référence et d'autres centres de compétences. Alors ensuite, on voulait faire un petit focus sur les difficultés qui peuvent être rencontrées, puis aussi vous montrer à voir pourquoi les DAC peuvent être sollicités pour des parcours maladies rares. Donc Aurélie Berlin, qui est chargée de projet chez nous, a pu mener une enquête. Donc on a fait un petit focus sur certains chiffres qui pourraient être révélateurs. Donc le souhait numéro 1 des centres experts est d'améliorer le lien entre la médecine de ville et l'hôpital. 76% des professionnels de maisons de santé pluridisciplinaires ne connaissent pas les centres experts maladies rares. La plupart des professionnels de MSP ont identifié des besoins non couverts pour la prise en charge paramédicale, donc 50%, psychologique, 70%, et sociale, 60% de personnes avec maladies rares. 76% des kinésithérapeutes assurant le suivi de personnes avec maladies rares ont exprimé des difficultés dans leur pratique. Et enfin, 85% des centres experts ont observé des ruptures de soins, dont les principales causes sont la précarité des familles et la difficulté du lien ville-hôpital. Maintenant, un petit focus sur les difficultés qui sont rencontrées par les personnes. Donc, 79% des personnes concernées par une maladie rare considèrent que les professionnels qui les accompagnent ne connaissent pas leur maladie. Un patient sur 3 n'a pas de suivi dans un centre hospitalier expert. 66% ont des difficultés pour se rendre sur leur lieu de soins. 34% ont un reste à charge pour leur maladie. Et enfin, au niveau de l'insertion professionnelle, 74% des personnes concernées et 43% de leurs proches aidants ont subi un impact sur leur activité professionnelle. Abandon d'activité, réduction du temps de travail et impossibilité d'évolution. Donc, il y a donc des difficultés dans la prise en charge globale de ces personnes. Les principales causes pour les personnes qui sont concernées par une maladie rare, c'est donc la méconnaissance des maladies rares et de leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire que c'est long pour les personnes de trouver le bon interlocuteur, la bonne prise en charge. Ce sont donc des parcours complexes avec des risques de rupture de prise en charge. Il y a également une méconnaissance du système de soins. Donc, certaines ressources sont existantes, mais ne sont pas bien identifiées ou alors sont éloignées de leur lieu de vie. Effectivement, les centres de compétences ou les centres de référence peuvent être sur des grandes villes ou aussi hors département. Il y a aussi la rareté des ressources, c'est-à-dire qu'il y a des fois un seul spécialiste ou alors pas encore de spécialiste concernant une maladie rare. Donc, ce sont des spécialistes qui, au fur et à mesure, se spécialisent car ce sont les seuls à avoir vu ces patients. Il y a aussi le côté hors case de ces patients. Effectivement, ça prend entre 5 et 30 ans pour avoir un diagnostic en moyenne. Les personnes passent de spécialiste en spécialiste. Ils ont souvent une étiquette d'origine psy quand la cause n'est pas trouvée. Ça a bien sûr de nombreuses conséquences, dont des difficultés d'accès à l'information, à des soins spécifiques. Il y a une multiplicité de prises en charge médicales ou paramédicales souvent. Il y a une difficulté bien sûr d'accès aux droits. Il y a des recours multiples au niveau pour les ALD, pour les droits MDPH. Il y a un besoin d'étayage dans les justificatifs et des liens qui sont nécessaires avec les professionnels MDPH ou CPAM pour faire entendre ces droits-là. Il y a aussi une difficulté d'accès, bien sûr, aux services et établissements médico-sociaux. Ce sont des personnes qui peuvent se retrouver sans solution ou avec des solutions qui sont inadaptées. Il y a également un isolement des personnes et des professionnels. Au niveau psychologique, les personnes ressentent un sentiment d'incompréhension, d'abandon
surtout dans les situations d'errance, un besoin de reconnaissance de ce qu'ils vivent. Il y a un impact sur la santé psychique qui se surajoute en termes de problématiques de santé. Et une conséquence aussi qui vient d'une cause qui est spécifique à la maladie rare, c'est que ce sont des causes génétiques à 80% des cas. Donc, il y a une grande culpabilité familiale, c'est des fois tabou. Il y a des fois un renoncement au dépistage, des ruptures de liens dans les familles, car les personnes peuvent avoir peur de revivre la détérioration de la santé de leurs proches ou la perte de ce proche, mais aussi à avoir à le vivre eux-mêmes. Donc, les situations d'errance, bien entendu, de diagnostic, ce sont des difficultés qui sont démultipliées d'accès aux prises en charge et aux droits. C'est face à cette prise en charge globale complexe que la DAC peut intervenir, parce qu'un parcours maladie rare, c'est une prise en charge multidimensionnelle. C'est dans ce sens que je passe la parole au docteur Lafont. Merci. Donc effectivement, moi je souhaitais vous proposer voilà, une petite réflexion à partir des niveaux de complexité qui ont pu être établis par les dispositifs d'appui à la coordination. On souhaitait mettre en parallèle ce que nous, on identifie autour des problématiques autour des parcours maladies rares. Et justement, nous, il nous semble qu'effectivement, un parcours maladie rare, c'est quand même d'ordinaire une situation relativement complexe avec un fort risque de rupture par rapport notamment à toutes les problématiques là qui ont pu être abordées par Gaël Zibel, ces problématiques qui ont été relevées à l'occasion de l'enquête qu'on avait pu réaliser. Donc, par rapport à un niveau de complexité dit de niveau 1, pour une personne qui aurait un problème social et une maladie chronique sous contrôle, c'est-à-dire qu'une maladie, par exemple, une maladie rare qui n'aurait pas d'évolutivité, le fait que voilà, c'est une maladie qui n'est pas connue. Faire valoir des droits va devenir effectivement connu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les implications de cette maladie dans les impacts de cette maladie dans la vie quotidienne. Faire valoir des droits va être forcément plus compliqué. Pour une complexité dite de niveau 2, une personne qui présenterait des problèmes sociaux et une maladie chronique nécessitant une coordination des acteurs de santé et sociaux, ça c'est, on va dire, du commun, je pense, par rapport au parcours maladie rare, c'est-à-dire que la maladie rare impacte de nombreux champs de la vie de la personne, que ce soit voilà, au niveau des soins, des besoins de soins auprès de centres hospitaliers, des besoins de soins soutenus avec des professionnels libéraux, un accompagnement par rapport, donc on l'a dit, à l'accès aux droits, par rapport aussi au maintien dans l'emploi, par rapport à l'accès parfois à des services médico-sociaux aussi. Donc il y a quand même l'intervention de nombreux acteurs qui font qu'il y a effectivement un besoin de coordination qui en règle générale est assez important. Et enfin, par rapport à une maladie rare qui est évolutive et qui, comme on l'a dit, est quand même, dans la majorité des cas, non accessible à un traitement, c'est dans ce cas de figure-là, ça nous semble très proche des niveaux de complexité 3, avec la nécessité d'une coordination renforcée parce qu'il y a donc de nombreux acteurs et la nécessité de réévaluer très régulièrement les besoins de la personne. Donc vraiment, nous, il nous semblait important voilà, qu'on puisse échanger avec vous sur le fait qu'un parcours maladie rare, c'est une situation complexe avec fort risque de rupture sur lequel effectivement on risque d'être amené à travailler ensemble. Et pour illustrer cette situation, on a voilà, on vous propose une petite illustration c'est tiré d'une situation vraie. Sur laquelle on a déjà travaillé effectivement avec une DAC. Et c'était vraiment une illustration pour montrer comment on souhaiterait travailler ensemble. Donc, c'est la situation d'un monsieur de 69 ans qui présente une maladie de Huntington. La demande nous a été formulée par son épouse, qui est l'aidante principale, parce qu'il n'y a pas de médecin traitant. Parce que je rappelle que du coup, maladie rare Occitanie, on intervient vraiment en appui aux professionnels. On ne répond pas à des interpellations directes des personnes concernées ou de leurs aidants. Donc, ce monsieur présente, dans le cadre de sa maladie de Huntington, des troubles cognitifs
et psychocomportementaux très importants. Il a aussi des difficultés motrices et de la déglutition, mais qui sont d'intensité modérée. Lorsque la personne l'aidante principale nous appelle, ce monsieur est en accueil temporaire dans une maison d'accueil spécialisée et cet accueil, du coup, avait été programmé en raison d'une hospitalisation de son aidante principale, mais le fait est que l'hospitalisation de l'aidante principale est prolongée. Donc, on a en collaboration avec donc l'aidante principale, la maison d'accueil spécialisée, on a identifié les acteurs du parcours de soins. Donc, il y avait le médecin du centre expert qui connaissait donc cette personne, le neurologue aussi du centre hospitalier de proximité qui était un médecin c'était le dernier médecin qui avait vu la personne avant son admission à la masse. Pour ce qui était du maintien à domicile, l'ensemble de l'aide était assuré par l'épouse et aidante principale et donc la fille. Donc, il n'y avait pas d'acteur finalement de l'accompagnement au domicile professionnel et il n'y avait donc pas de médecin traitant. On avait noté aussi qu'il n'y avait pas d'acteurs enfin, il n'y avait pas de travailleurs sociaux ni d'accompagnement psychologique qui étaient engagés dans cette situation. Et enfin, concernant voilà, le parcours de vie de la personne, là, c'était donc le projet, c'était surtout un maintien à domicile, mais il y avait une discontinuité au niveau de son parcours médico-social avec des accueils très réguliers en masse sur des accueils temporaires et pas de volonté du coup de l'aidante principale, même en refus d'accueil en établissement médico-social de manière pérenne. Donc, la problématique à laquelle on a été, enfin, qui avait motivé la demande, c'était qu'il y avait une rupture imminente du parcours de santé en raison donc de la fin de l'accueil temporaire et de l'incapacité de l'aidante principale à assurer le retour à domicile vu qu'elle-même était hospitalisée. Les leviers que nous avons pu identifier, donc c'était une analyse qu'on a partagée avec donc la masse et le dispositif d'appui à la coordination. Donc les leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer dans cette situation, c'était donc que finalement le médecin du centre expert connaissait bien la situation, était même très facilement mobilisable sur cette problématique. Le neurologue aussi de proximité était bien présente dans la situation et elle pouvait assurer même le début de la coordination du parcours en l'absence du médecin traitant. Les freins qui ont généré en tout cas cette problématique, c'était que les professionnels de la masse se pensaient inadaptés pour répondre aux besoins de la personne, qu'ils ne pouvaient pas non plus travailler d'orientation médico-sociale à l'issue de l'accueil temporaire. Donc, on l'a déjà dit, c'est le fait qu'il n'y avait pas de médecin traitant, ça a été quand même ça une limite aussi sur la mise en place de cette coordination. Et enfin, le fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement d'un projet médico-social à moyen terme. Donc, en concertation avec le DAC, on a établi, on va dire, un plan d'action qui définissait un petit peu les domaines et les actions d'intervention de différents interlocuteurs sur la suite du parcours parce que effectivement la masse du coup n'intervenait plus. Donc, la neurologue a accepté du coup d'assurer une fonction de coordination, en tout cas sur le début du parcours, en attendant qu'il y ait un médecin traitant. Elle a donc réalisé la prescription des soins et des prestations qui avaient été identifiées par l'évaluation du DAC. Et elle a aussi elle avait déjà accompagné, je pense qu'elle va poursuivre l'accompagnement à l'élaboration d'un projet médico-social pour répondre aux besoins de la personne. Le DAC, du coup, lui, a été un grand relais sur effectivement soutenir l'aidante sur les démarches d'admission des établissements médico-sociaux. Bien sûr, elle avait réévalué les besoins sur le projet de maintien à domicile qui était le projet donc, de l'aidante principale.
Et elle a mobilisé le médecin neurologue donc, pour pouvoir mettre en place les prescriptions nécessaires. Il y avait un accompagnement social, bien sûr, qui a pu être réalisé par le DAC dans cette situation. Et maladie rare Occitanie, donc nous sommes intervenus à la fois auprès du DAC et du médecin de coordination, et on reste disponible pour le futur médecin traitant pour partager voilà, des ressources spécifiques à la maladie rare, hein, des ressources, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, des fiches, enfin des guides pratiques, voilà, tout ce qui, nous, on a une activité pour vraiment mettre à disposition des professionnels tous les outils qui peuvent les aider à mieux comprendre, mieux identifier les problématiques et les besoins liés à cette maladie. On a été aussi acteur du lien avec les centres experts. On a pu donner des indications vers des établissements et puis qui pouvaient répondre aux besoins de la personne concernée, des établissements à la fois médico-sociaux et sanitaires. Et on a aussi voilà, mis à disposition des informations concernant des associations de personnes concernées qui peuvent aussi être quand même, qui amènent aussi une expertise sur la maladie qui peut être assez soutenante même de pair à pair, ou même aussi également informer les professionnels sur des ressources qui peuvent exister. Donc, je vais maintenant passer la parole à Aurélie Berland pour vous présenter voilà, des ressources qu'on peut mettre à disposition des DAC pour aider à l'appui de ces parcours. Merci à mes deux collègues qui vous ont un petit peu présenté en effet finalement toutes les complexités qu'il peut y avoir dans ces parcours de personnes avec maladie rare. Et en fait, nous, dans notre mission de centre ressources, en fait, on a développé un outil, donc c'est une cartographie de vraiment l'itinéraire maladie rare, donc qui vous permet en fait d'aborder un peu tous les aspects voilà, de l'accompagnement et vous amener en fait à une démarche qui est un peu la démarche d'accompagnement de personnes avec maladie rare. Donc une fois que vous avez une problématique identifiée, ça va pouvoir vous aider à cheminer vers des solutions et pouvoir regrouper un peu des ressources spécifiques. En fait, c'est un travail qui a vraiment été fait de façon commune. Donc nous, c'était Maladie Rare Occitanie qui avait fait ça avec des associations de patients, avec des médecins spécialisés maladies rares, avec des médecins généralistes. Voilà. Donc c'était un groupe de travail très pluriprofessionnel qui avait des assistantes sociales aussi, une pédopsychiatre. Voilà. Donc, cet outil, en fait, si tu peux passer juste celle à la slide suivante. Donc, en fait, voilà, c'était vraiment l'idée que face à une errance de diagnostic ou à une maladie rare, que ça puisse permettre à une équipe qui fait de la coordination et qui n'est pas forcément habitué ou qui n'a pas forcément la connaissance voilà, comme nous on peut l'avoir sur de la pratique, en fait, c'est vraiment de la pratique, des spécificités de ces parcours, c'est pouvoir répondre comment repérer la maladie rare, vers qui on peut orienter, comment accompagner, en tout cas comment arriver à mobiliser des ressources, quelles sont ces ressources, et vraiment les étapes clés du parcours et arriver à identifier un peu où sont les risques de rupture. Et donc cette carte, qui est donc, ce qu'on appelle une carte mentale, donc pour ceux qui ont peut-être l'habitude déjà d'utiliser ce genre d'outil. Donc l'avantage, c'est un peu que voilà, c'est accessible assez facilement et que ça puisse, nous on l'a vraiment travaillé pour que ça soit à la fois complet mais en même temps spécifique. C'est-à-dire que ça reste vraiment sur la spécificité maladie rare. On ne va pas aborder tout ce qui est droit commun et handicap ou choses comme ça, mais ça va être voilà, des ressources un peu spécifiques. Et donc, ça participe aussi à améliorer la lisibilité des différents dispositifs qui existent et auxquels vous pouvez avoir recours. Donc, pour récapituler un petit peu comment nous, Maladie Rare Occitanie, en fait, on peut venir travailler avec vous. Donc, on peut faire des webinaires comme ce qu'on a fait aujourd'hui pour sensibiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait un peu cette année, qu'on refera un petit peu. Mais surtout, là, nous, pour 2023, on va mettre beaucoup d'emphase en fait, sur la formation des équipes. Donc, une formation au parcours maladie rare. L'idée, c'est de vous permettre de monter en compétence là-dessus et notamment de découvrir et surtout d'utiliser la carte mentale que je vous ai présentée.
Il y a aussi une possibilité qui serait d'accompagnement, donc plutôt de vous aider dans vos structures à une mise en place de parcours dédiés maladies rares. Et puis éventuellement, voilà, après, il y avait d'autres idées sur une communauté d'utilisateurs de la carte mentale, par exemple, des foires aux questions, des choses comme ça. Et enfin, ça peut être aussi une fois que, voilà, une fois que vous avez un peu ça, vous avez cette formation au parcours, éventuellement des parcours dédiés, fléchés, bien identifiés au sein de vos structures, peut-être éventuellement a posteriori, après 6 ou 12 mois, revenir pour des reprises de cas, voire une évaluation un peu des outils qu'on a pu mettre à votre disposition si jamais il y a des retours, des améliorations à faire, des choses comme ça. Donc voilà, donc gardez ça en tête, n'hésitez pas à nous solliciter surtout sur, comme je vous disais, sur la partie formation carte mentale pour l'itinéraire maladie rare, qui va un peu être notre principale activité sur la formation l'année prochaine, je pense. Donc voilà, donc du coup, pour conclure un petit peu, et puis après, on ouvrira un peu sur la partie échange, questions. Donc, s'il y a des messages à retenir, c'est que les maladies rares sont nombreuses. Donc ça, Marie-Pierre vous l'a bien fait comprendre. Donc, c'est une personne sur 20. Que les identifier, ça permet de mieux accompagner. Parce que voilà, une fois qu'on a identifié une maladie rare, on peut se dire, se poser les bonnes questions, savoir est-ce qu'il y a un suivi spécialisé, est-ce qu'il y a des démarches, voilà, des cases un peu, on va dire, des démarches hors case à faire, des choses comme ça. Il y a, deuxième chose, c'est aussi que, comme vous l'avez vu, un parcours maladie rare, c'est une situation complexe avec des risques de rupture. Donc ça, c'est bien à l'avoir en tête quand vous êtes arrivé à identifier une maladie rare. Et enfin, que voilà, nous, en 2023, on a vraiment travaillé un outil carte mentale qui a été vraiment conçu pour des équipes qui faisaient de la coordination, vraiment pour des équipes de dispositifs d'appui à la coordination. Donc, qui a vraiment été spécifiquement conçu pour vous. Et une formation aussi voilà, qui est en train d'être finie, là, qui est en cours de constitution et qui va être vraiment aussi adapté un peu à vos pratiques et à votre activité. Donc, pour nous interpeller, donc c'est ce que les Gaël nous disaient, il y a la fiche de demande qui est disponible sur notre site internet que vous pouvez remplir directement en ligne ou que vous pouvez compléter et envoyer par mail à l'adresse qui sera sur la fiche. Et ensuite, vous pouvez nous contacter pour organiser des sessions de formation.